Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Mardi 19 octobre 2021, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Océan Actu. Océan Actu, c'est du lundi au vendredi de 9h à 10h sur votre radio, la 88.6, la radio des défis. Et au menu de ce jour, 3 sujets feront l'objet de l'attraction analytique de nos invités déjà en studio. On parlera du parti LNA, la Nouvelle Alliance. On parlera aussi du retour des biens culturels et de la libération de l'espace à Flakogui. Nous allons passer au décryptage porté par la rubrique Le Point Matinal. Et nous avons déjà nos confrères qui sont ici en studio. Vigile Avancé, bonjour. Bonjour, bienvenue à Bouassagan, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de l'information de la radio web Crystal News. Oui, c'est bien cela, radio web et site d'information également. Et nous avons à nos côtés ici, à ma gauche, Wilfried Noubadan. Il est journaliste au quotidien Le Matinal. Wilfried Noubadan, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous. Alors, nous allons décortiquer, je dirais donc, passer au scanner, au crible de la raison. Et cette actualité, le retour des biens culturels, nous allons commencer par une autre culturelle. Le retour des biens culturels au Bénin, c'est pour bientôt, Vigile Avancé. Oui, cette actualité, pour parler ainsi, qui ne quitte plus les médias. Moi, personnellement, je ne sais pas si cela vaut qu'on fasse autant de tapage. Je le dis sincèrement. Pourquoi? Parce que, oui, le retour des biens culturels et quels biens, ce sont des objets arrachés dans des circonstances, dans un contexte particulier, celui de la colonisation, n'est-ce pas? C'était la marque de, on va dire, la puissance, la superpuissance de l'envahisseur, comme disait Béanzin à l'époque, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression que tout ce tapage, toute cette polémique alimentée à volonté contre cela ne vaut pas autant. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, aujourd'hui, les Béninois ne savent même pas l'histoire qu'il y a derrière ces biens-là. Bien souvent, on ne le dit pas. Et vous, quand je dis vous, j'allais dire nous, des médias, quand on fait ce bruit-là, je crois que c'est des pans qui nous manquent. On aurait pu dire, bon, tel objet par exemple, on fait un zoom là-dessus pour parler un peu des circonstances, de ce qui l'entoure, de quelle puissance ça a été. Tout comme j'ai entendu sur une radio internationale, on a parlé du tam-tam parleur, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, hein, par exemple. Donc ces gens de choses, ça nous manque. Mais on est là juste à dire, ah non, ben, le pouvoir de Patrice Talon a fait quelque chose de formidable. On amène... Oui, mais après, allons un peu au-delà. Allons un peu au-delà, parce que pour moi, je crois qu'il y a des préalables. Déjà, vous voulez fixer l'attention sur ça, alors qu'il y a d'autres choses dans le pays. On ramène ces objets-là pour les Béninois, d'accord. Mais les Béninois sont-ils consommateurs du tourisme? Ils ont trouvé les mécanismes. On va en débattre tout à l'heure parce que dans la sortie médiatique qu'il y a eu ce week-end et d'ailleurs même avant donc le retour de ces biens culturels, vous étiez en train de reprocher à un certain nombre, en tout cas aux journalistes qui ne vont pas donc en profondeur pour valoriser ces différents objets au lieu de rester de manière superficielle sur la question. Est-ce que c'est pas la faute aux journalistes culturels ou bien ceux qui ne sont pas du moins accrochés ou bien spécialistes de la chose Vigile Avancé? Je crois que c'est un tout. Hein. C'est aussi bien les promoteurs de ces biens-là, ceux qui négocient, ceux qui sont au devant de la scène, n'est-ce pas, au sujet de cette actualité, que les journalistes. Les journalistes, après, on a cette faiblesse-là de regarder uniquement là où on demande de regarder. Et donc, je crois, à part ça, ce qu'on entend aujourd'hui comme chanson juste là, c'est ce qu'on a voulu, alors que pour moi,
je crois que ça va au-delà du bruit nécessaire. Okay. Par rapport à... Vigile avancé, on vous aura compris. Il y a aussi d'autres détails que nous allons donner tout à l'heure parce qu'il faudrait que le Bénin se mette au pas sur le plan réglementaire, sur le plan infrastructure muséale. Et donc, c'est tout ça qui aurait, en tout cas, occasionné. On ne sait pas si c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu assez de détails du côté des journalistes parce qu'il y a aussi cette formation des journalistes qui est prévue à la matière. Non, en tout cas, c'est les détails que nous avons. Wilfried Noubadan, le retour des biens culturels, et à Vigile Avancé qui démontrait tout à l'heure que nous, en tant que journalistes, nous devons donc creuser, donc valoriser ces différents objets d'art qui nous ont été spoliés en 1892 par le général Dott et son armée. Non, je pense que le retour des biens culturels, il faut remettre ça dans son contexte, dans le contexte politique actuel de la prise de conscience de certains citoyens, de certains hommes d'État. Parce que en fait, cette histoire de retour des biens a son origine ailleurs. Il y avait des activistes africains de l'Europe qui depuis plusieurs années tempêtaient pour que ces biens culturels, pour la plupart, qui font la beauté et la richesse, d'abord la beauté des musées, des lieux touristiques européens et la richesse de certains pays européens, que ces biens-là puissent enfin retourner à leur origine et à leur premier propriétaire. Parce que il faut noter et souligner de deux traits que ça avait été spolié. Comme Vigile le disait tantôt, ça a été pris par les puissants de l'époque. C'est-à-dire que nous étions dans un contexte de rapport politique, de rapport de force. Donc les Occidentaux, comme vous le savez, ont perçu la beauté culturelle, surtout la beauté artistique de ces œuvres-là. Ils s'en ont saisi. Donc c'est bien que quelqu'un comme le président Macron, il y a 2 ou 3 ans, à sa prise de fonction, ait souhaité que ça revienne. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait jusque-là. Je sais qu'on nous avait promis 26 œuvres au Bénin et ça attend toujours. C'est vrai que les conditions, comme vous le disiez tantôt, bienvenue à Gwassagan, muséales, et de conservation n'étaient pas réunis au Bénin, mais ce sont nos objets et que ça nous revienne, ça ne devrait pas être question ça ne devrait pas être objet de discussion, à mon avis. Ce week-end, nous avons vu Alain Godonou, le directeur programme musée, qui a abordé la question des dispositions pratiques prises par le Bénin pour recueillir ces différentes œuvres. Ici, nous avons à Porte-Novo un musée qui sera construit, le musée Vaudou Richard. Vigile Avancé, vous êtes de Porte-Novo. Voilà quelque chose qui viendra donc à Porte-Novo. Il y a à Abomey le musée des rois. Il y a de l'autre côté à Ouida, le fort portugais qui a été complètement réhabilité, qui accueillera donc ces 26 œuvres là à l'arrivée au Bénin lorsque cela va faire un coup séjour à la présidence où les corps constitués et vont voir cela. Vous, en tant que Béninois, quel est votre sentiment, Vigile Avancé? Il faut dire que, comme disait Wilfried, le justificatif, à savoir ils n'ont pas où garder ces œuvres-là, ça ne prévaut pas. Ça ne peut pas compter, d'autant que je vais rappeler encore une fois le contexte dans lequel certains de ces objets, certains de ces 26 objets-là sont partis d'ici. C'était un contexte où le général Dott, comme vous l'avez dit tantôt, prenait Abomey, donc le royaume de Dahomey. Et il avait livré guerre à Béhanzin, il a réussi à prendre le palais et à saisir les objets du palais avant de mettre feu au palais. Oui, quand on met feu au palais, cela veut dire qu'on a mis feu, disons, si on va se mettre dans le contexte d'aujourd'hui de la République, on a mis feu à la marina, au palais de la République. Cela veut dire quoi? Vous n'avez plus de roi, vous n'avez plus de chef de l'État, vous vous soumettez au nouveau puissant, n'est-ce pas?
Et ce qui symbolisait entre autres la puissance, c'était ces objets-là. Donc le trône de Béhanzin. Comme prise de guerre. Absolument, le trône de Béhanzin, ceci, cela, n'est-ce pas? Et ce n'était pas forcément par rapport à la beauté artistique de ces objets-là. C'était une manière d'enlever la puissance c'était une manière d'humilier, n'est-ce pas, ceux-là qui venaient d'être battus. Donc vous comprenez que c'est, disons, c'est beaucoup plus une certaine vengeance légitime que le Bénin prend en ce moment. Et donc, dans le même temps, ils n'ont pas tout emporté, par exemple. Il a des objets qui étaient même plus vieux, n'est-ce pas, plus anciens que le trône de Béhanzin, par exemple, et qui sont restés à ce jour à Abomey. Puis on parle d'Abomey. Le trône de Guézo, c'est encore là. Aujourd'hui, le trône de Glélé, vous voyez ça, par exemple. Donc, nos misérables conditions en griffe n'ont pas emporté ces objets-là. Donc, on ne peut pas nous dire, oh, il faut faire de conditions. Mais il faut faire de conditions, c'est des objets, un patrimoine de l'humanité et tout le reste. Je crois que ça ne compte pas beaucoup. Oui, mais il y a des contingences juridiques, Vigile Avancé, puisque ces biens-là sont entrés dans le patrimoine français, culturel français, et avant de faire sortir ces biens de leur patrimoine, il faut passer par des dispositions législatives accompagnées de la volonté d'Emmanuel Macron. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, on peut revendiquer comme on veut. On a déjà passé toutes ces étapes. Voilà. Oui, on a déjà passé toutes ces étapes. D'après les dernières informations, je crois qu'avant le 1er novembre, les objets doivent être à Cotonou, doivent être... Est-ce que c'est avant le 1er novembre? Parce qu'il parle de mi-novembre. Ça ne compte pas. Si vous avez pu, vous, Béninois, vous, anciens Dahoméens, vous avez pu attendre, n'est-ce pas, pendant plus d'un siècle, c'est pas 2 semaines qui doit vous tuer, quoi. D'accord. On va finir avec ce sujet-là de retour des biens culturels avec Wilfried Noubadan, le Bénin qui a pris donc le jeudi dernier, donc le Parlement a voté une loi à la matière pour la sécurisation de ces œuvres. Qu'est-ce que vous pensez donc des différentes dispositions législatives qui permettent à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait la conservation dans de meilleures conditions avec un encadrement juridique assez fourni comme ce qui mieux que ce qui avait par le passé. Moi, je n'aime pas le juridisme. Bienvenue à Basagan, c'est-à-dire que le fait, la dictature des lois, je n'aime pas ça et je n'apprécie pas ça. Pourquoi? Mais c'est une condition pour que les biens culturels reviennent au pays. Il y a une vaste hypocrisie autour de cette affaire-là. Il y a près de 6000 œuvres, pas que du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, surtout du Niger à côté emporté, Madagascar. Les pays comme l'Allemagne ne régiment pas à faire retourner les œuvres. Je sais que l'Angleterre n'a pas encore pipé mot parce que l'industrie des œuvres culturelles en Angleterre et par ailleurs en Europe, c'est une industrie vaste et tout ce que nous allons souhaiter, quand eux-mêmes ils sentiront le besoin de nous retourner les œuvres, ils n'ont qu'à le faire. Tout le tintamarre, faux tintamarre juridique autour, ça n'a pas de sens. Vous êtes venus vous accaparer des biens d'autrui, il n'y a pas à se poser des questions pour les rendre au moment opportun. Le problème qui est là, c'est que l'Europe étant un monde à idéologie libérale, le capitalisme s'en est mêlé et les gens font du beurre sur ces œuvres-là, ils ne veulent pas nous les retourner. Et la question qu'on devrait se poser, c'est quand nous aussi, nous allons recevoir ces biens, comment nous allons faire pour les mettre en valeur? Il y a le directeur qui en a parlé. Et c'est une question alors de souveraineté étatique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on les reçoive et que d'ici 5 ans, 10 ans, ces œuvres-là soient abîmées, machin. C'est vrai que la vraie question que Vigile avait posée au début de cette émission reste et demeure. Aujourd'hui, les pays d'Afrique ont d'autres soucis que l'industrie des biens culturels. Nous devons construire et créer les conditions d'une meilleure vie pour nos populations qui souffrent. Donc, les questions existentielles demeurent chez nous, les questions de pauvreté, de développement. Il ne faut pas qu'on se laisse
dicter l'agenda par... ils ont d'autres soucis. Les nôtres sont là et ils sont des soucis entiers. Et essayons de ne pas nous déconcentrer et faisons... Alors, ce qui est mieux, parce que dans le retour ou bien la restitution de ces biens, c'est que le Bénin est en train donc de former des jeunes qui trouveront de l'emploi, parce que le Bénin veut faire de l'économie, en tout cas de la culture et du tourisme, un des piliers de l'économie nationale. Il y a l'EPA, l'école du patrimoine africain, qui forme des jeunes qui vont travailler dans ces différents musées. C'est déjà donc un atout à la titre du gouvernement béninois. Nous allons passer... Si vous permettez, il faut que tout ça soit global. Oui, on veut créer d'emplois, on veut développer le tourisme. C'est des mots, pour ne pas dire des mots creux. Vous savez, il y a des actes qui parlent mieux, qui incitent mieux au tourisme, n'est-ce pas, au patriotisme, à l'amour du pays, comme, oui, voilà, on veut nous le signifier, on a tellement aimé le pays qu'on a ramené les objets que les colons avaient emportés. C'est bien, très bien. Mais un pays, c'est une histoire. Justement, mais l'histoire doit être globale. Je vais vous dire... quelques secondes sur le sujet, parce qu'on va passer au deuxième sujet. Oui, quelques secondes rapidement. Vous savez, dans la même logique là, si on aime autant l'histoire, n'est-ce pas, pourquoi on n'est pas resté attaché, par exemple, à la maison, au filao? Pourquoi on a cassé, par exemple, filao? Non, c'est important. En fait, nous, s'il vous plaît, en fait, nous sommes des observateurs. Eux, ils sont dans l'action. Donc, il faut, quand vous avez l'occasion... Pas de proposition. Je ne suis pas fait pour faire des propositions. Il faut donner des avis. Il faut dire ces choses-là. On a cassé, par exemple, la maison de Mathieu Kérékou. Ça aurait pu être un musée. Personne n'aurait dit non. Et ça, c'est immédiat. Et ça, les Béninois connaissent, par exemple. Chers amis auditeurs, auditrices, nous allons passer donc au deuxième sujet de cette émission. Nous allons parler de ce nouveau parti politique qui est né ce week-end, l'Alliance et la nouvelle Alliance qui est formée par je dirais presque les dissidents de l'autre parti, la Force Cori pour un Bénin, Jean-Wilfried N'Mada. Bon, pour moi, Théophile Yarou et ses hommes sont dans leur droit absolu de créer un parti politique. C'est pas interdit de créer un parti politique, je sais pas, il n'y a pas d'interdiction formelle ni absolue. Donc je crois que Théophile Yarou se sentait un peu à l'étroit de Paul Rompouet. Donc il a voulu un homme volontaire prendre ses libertés et faire la politique à sa manière. Donc le reste maintenant, c'est avoir le futur proche et lointain de ce parti-là. Quelle sera sa politique sur le terrain? Parce que d'ici là, ils seront confrontés à un certain nombre de choses, aux formalités pour se faire enregistrer, pour l'officialisation. Et après, il faut qu'ils trouvent leur place sur l'échiquier politique national pour ne pas être rayés, puisque les conditions du code électoral présent sont un peu corsées et difficiles. Ce que nous allons souhaiter, ils disent qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche, ou bien ils ne sont pas de la mouvance ou de l'opposition. Donc, ils veulent faire quoi alors? C'est quoi cette position mitigée, mi-figue, mi-raisin? Si vous n'êtes pas contre la politique qui est faite en ce moment et vous n'êtes pas pour, vous êtes pourquoi? C'est la question que nous allons leur poser et nous attendons qu'ils nous en donnent la réponse. En tout cas, les faits d'ici là nous édifieront. Pour autant, ils sont là, leur droit de créer leur parti politique. Oui, ils sont dans le droit de créer leur parti politique. Ils ont le droit de donner l'idéologie à leur parti politique. Mais le paradoxe ici, Vigile Avancé, ils ne sont ni de la mouvance, ni de l'opposition. Je ne sais pas s'ils sont centristes ou pas. Ils ne sont même pas centristes, vous ne les avez pas suivis. C'est trois ni. Voilà, donc ils sont nés bizarres. C'est ça qui leur a plu. Et puis c'est ce qu'on a retenu, ce que tout le monde a retenu de tout ce que Yarou aura dit. C'est qu'ils sont ni. C'est à peine s'ils existent. Ils auraient même pu dire qu'ils n'existent pas. Quoi. En fait, c'est des gens qui refusent de s'assumer. Vous comprenez qu'ils sont nés. Ils sont nés, c'est tout.
Ils sont nés, c'est tout. C'est tout, parce que... Mais il faut, avant, lorsqu'on est, il faut exister. Mais est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, là, on peut naître et n'avoir rien à dire? Mais ils sont nés pourquoi alors? Qu'est-ce qui a inspiré leur naissance? C'est de l'authentique folklore, vigilance. C'est vous qui choisissez les mots, je ne crois pas que vous choisissez ça mal. Non, mais moi, bon, j'ai ri, j'ai dit, mais comment ces gens-là, c'est sérieux? Ils disent qu'ils sont nés de la gauche, nés de la droite, nés du centre. Ils sont où alors? Quelqu'un s'est amusé aussi à me répondre, à me dire, c'est une flag. Je dis, mais flag là, ça veut dire quoi? Il dit, c'est une fille, hein, F, libre, attendant garçon. Mais voilà, et quel garçon cette fille-là attend? Sans doute vous allez l'entendre. Elle va atterrir au pouvoir, quoi. Pourquoi ne pas le dire directement? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de moquerie du système partisan quand ces personnes-là qui sont d'un parti de l'opposition, qui sortent de l'opposition et qui créent un parti politique et ne se casent nulle part? Non, je crois qu'ils n'ont pas fini de réfléchir. Ils ont laissé des feux vierges. Ils vont remplir après. Est-ce que c'est pas l'effet de l'improvisation? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça, en tout cas, ils n'ont pas fini les réflexions à ce niveau-là. Sinon, ils n'auraient jamais pu, quoi. Ils n'auraient jamais pu. Wilfried Noumbadin, pourquoi cette agitation politique? Non, ce n'est pas de l'agitation. Je pense que malgré tout, les vieux réflexes politiques demeurent au Bénin, les réflexes de clubs électoraux, partisans, de groupuscules, d'hommes et de femmes et de jeunes créés pour défendre certains intérêts personnels et individuels. Je crois que donc par rapport à ça, nous avons une éducation à faire, une sensibilisation, une prise de conscience pour que les gens comprennent qu'il faut se rassembler. Non autour d'hommes, mais autour d'idées. Et d'idées claires, d'idées portées. Mais pour le moment, on n'en a pas ici, donc on attend. Mais dans tout ça, Rumpert ne se sent même pas gêné quand on lit la parution de ce jour du journal Les 4 vérités. On met après la démission de certains cadres du parti et de la création de la LNA, le parti FCBE se porte bien, rassure Paul Rumpert. Des militants à la base désavouent les conseillers démissionnaires à Copago. Apparemment, Rumpert est très imperturbable, vigilant. Oh ben, voilà encore un autre. Rumpert avec son FCBE, c'est pas grand chose. Nous sommes des observateurs politiques, c'est pas grand chose non plus. C'est pas grand chose, vous le savez. Donc, je crois que vous avez parlé d'agitation. Lui aussi, il aurait pu se calmer un peu avant de faire cette sortie-là. C'était pas nécessaire, c'était pas utile. Si c'est pour répondre à LNA, ou bien comment vous avez appelé? Oui, des cadres du parti à Copago, par exemple. Copago, la mairie. À Copago, oui, ça a de sens parce que ce sont les rares conseillers qu'ils ont, n'est-ce pas, qui ont démissionné, qui sont partis. Et même ça, quand moi j'ai entendu les raisons, n'est-ce pas, de leur migration, ils disent que c'est pour le développement de Copago et tout le reste. Je crois que ça plonge davantage ce qu'on nous a vendu comme raison, comme objectif de la réforme du système partisan et tout le reste. Et cela rentre bien dans l'actualité de la fusion de l'autre parti avec l'autre parti, n'est-ce pas? Oui, je sens que vous voulez parler de la réforme du système partisan. J'ai d'ailleurs donc une question pour vous par rapport à ce système. Est-ce que ce n'est pas le système partisan qui est travesti à cause du fait que l'être humain est ondoyant et versatile? Le système partisan, je vous l'ai dit, l'esprit de ce système, c'est ce qu'on a découvert tous. En fait, c'était taillé, n'est-ce pas, pour conduire ce mandat. C'est ce qu'on a fini tous par découvrir. Parce que, qui sont les vrais partis aujourd'hui au Bénin? C'est l'UP, c'est le BR, ou du moins, c'est ces entités qui occupent les grands blocs. Parce que l'esprit, voilà, c'est d'avoir de grands blocs, et nous l'avons. Ah, nous l'avons. Puisque ces deux blocs appartenant tous à celui qu'on connaît sont les deux qui à 100% contrôlent le Parlement. Un parti appartient toujours à quelqu'un. Donc, c'est ces deux blocs-là
qui contrôle à plus de 90% nos mairies, n'est-ce pas? Et ça s'arrête là. Le reste, il faut que déjà il y ait des figurants, n'est-ce pas, pour que le reste ça continue. Des figurants, dit Vigile à Ouansé, est-ce que ce n'est pas la faute à eux-mêmes, parce que si ces gens-là n'arrivent pas à former à avoir un bon ancrage sur le plan national, c'est pourquoi je demandais tout à l'heure à Vigile à Ouansé, est-ce que ce n'est pas l'esprit de la réforme du système partisan qui est travesti, parce que l'être humain est changeant en réalité, l'être humain trouve toujours des ramifications et des contournements pour pouvoir donc éviter ou bien faire une éviction donc à ce qui est prévu. Non, c'est un faux prétexte. Voyez-vous, ailleurs on fait de la politique sérieusement, on fait de la politique, comme je le disais tantôt, autour de grandes idées. Et nous on avait faussement dit tout à l'heure, la droite, c'est courant qui défend le libéralisme, le capitalisme économique. La gauche, c'est plus les intérêts des travailleurs, des trucs, de défense des libertés. Donc, dans un certain sens, par rapport au capitalisme et au marxisme. Donc, il n'y a même pas ça aujourd'hui en tout cas, les partis ne mettent la fonction idéologique d'un parti politique. Ils ne mettent pas ça devant. C'est souterrain, la fonction idéologique. C'est des gens qui se rassemblent. Et on a vu pendant des années ici, c'est quand la tête de celui qui est devant, qui dirige le pays, leur plaît, qui sont avec. Le jour où cette personne-là ne défend plus leur intérêt, on tourne la veste, on va ailleurs. Donc c'est l'esprit de la réforme du système partisan. L'esprit c'est quoi? L'esprit du système partisan, c'est de faire de grands ensembles. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde, à la date d'aujourd'hui, ne s'y retrouve pas encore. Est-ce qu'il faut les contraindre ou les y amener de force? Non. C'est comme un enfant qui naît, il faut laisser du système partisan faire ses preuves. On verra ses limites et on verra aussi ses avantages. Et après, ils feront le point. J'aime ça chez Vigile quand il dit qu'il est observateur. Quand vous êtes journaliste, il ne faut pas vous mêler des choses des politiciens. Donc la réforme du système partisan, rappelons-nous que c'est venu avec le président Patrice Talon. C'est lui qui a voulu, il disait déjà au cours de sa campagne, à l'élection de 2016, qu'il veut réformer le système partisan. Donc, on est en train de voir comment ça évolue. On fera le bilan à un moment donné et on verra. Mais ce qui est bien, il faut toujours laisser la liberté. C'est vrai que nous ne sommes plus à l'étape du multipartisme intégral comme à la sortie de la conférence nationale, mais aujourd'hui, les partis se créent. Mais on veut que ces partis-là rentrent dans un profil, voilà, dans un cadre donné. Tout le monde ne s'y retrouve pas encore. Et on attend de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on a manqué d'expérimentation? Non. Mais la manière dont la réforme est venue, ça a été un peu abrupt. Les petites habitudes que nos politiciens avaient, ils ont du mal à les gommer. Encore que dans le contexte, il y a eu les élections, il y a eu toute la pagaille qu'il y a eu autour des élections. Donc je pense que à un moment donné, les leaders de ces groupes-là politiques qui existent, l'UP et le PR, doivent essayer de tendre la main pour phagocyter les autres petits. Quand je prends un parti comme Moël Bédin, je pense un parti comme le PRD, je pense un parti comme Restaurer l'espoir, ou bien restaurer la confiance, restaurer l'espoir de Azanaï. Oui. Donc la prétention de tous ces partis-là, c'est quoi? C'est d'être de grands partis aussi. Mais le problème, c'est le quota de 10% après les élections sur le plan national par rapport au suffrage exprimé qui est en train de causer un problème. Est-ce qu'il faut garder tel quel cette conditionnalité-là pour valider les élections? S'il n'y avait pas cette conditionnalité, je pense que le Parlement serait un peu plus fourni. C'est ça qui a fait que nous nous sommes retrouvés dans un Parlement monocolore. Et ça ne fait pas du bien qu'un pays comme le Bénin ait un Parlement où il n'y a que 2 voix, et ces 2 voix-là sont sensiblement les mêmes portées vers le soutien du pouvoir. Donc il va falloir trouver une formule
pour que d'ici 2029, que ce soit le Parti des démocrates, que ce soit les FCBE ou les autres partis que je viens de citer, trouvent aussi leur place dans la configuration politique actuelle et soient présentes au Parlement. D'accord. Vigile, oui, voilà ce que Wilfried a dit à propos. Il parlait d'un Parlement où, c'est-à-dire, c'est les deux blocs pratiquement qui sont donc dans ce Parlement, qui animent le Parlement. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir une république de la sorte. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, très rapidement, en quelques secondes, l'opposition n'a pas le droit aussi de former de grands ensembles? Eh bien, stratégie. Moi, je pense que, pour parler stratégie, une manière aujourd'hui de désamorcer également le BR et l'UP, oui, c'est que tout le monde intègre le BR et l'UP. Mais de fait, ça n'existe plus. Mais d'accord, comment non, je pense que qui fera le rôle de l'opposition? On a déjà choisi un père. La nouvelle charte interdit les alliances, par exemple. Ce qui s'est passé, le BR et l'UDBN, qu'est-ce que c'est? C'est une fusion. C'est une fusion, n'est-ce pas? Ah oui. L'ancienne charte. L'ancienne charte, à elle seule, réglait déjà de mon point de vue, elle était bien appliquée, le problème. L'ancienne charte, comme la nouvelle dit, au bout d'un certain nombre d'élections, je crois 2, si vous n'arrivez pas à aller, vous êtes parti politique et vous n'arrivez pas à aller à 2 compétitions électorales, oui, vous disparaissez. Oui. Si cela avait été appliqué, et si la nouvelle charte avait ajouté l'interdiction des alliances, je crois que le problème était réglé de lui-même. Aussi simplement que ça. Non, mais c'est vrai, Vigile a raison, mais c'est sans compter avec cette sorte de pusillanimité, voilà, de paresse intellectuelle d'une classe politique. Moi, je me pose toujours la question, et peut-être Vigile va m'aider à y répondre. Qu'est-ce qui empêche toute cette classe que nous citons en face aujourd'hui, qui est de l'opposition, de se mettre ensemble pour former un grand ensemble aussi en face de l'UP et du PR? Comment se fait-il que, et Vigile a peut-être marché là-dessus tantôt, quelqu'un comme Candide Azanaï, quelqu'un comme à l'époque Sébastien Adjavon, quelqu'un comme Yaïbouni, quelqu'un comme Soblo, tout ce monde-là s'était mis ensemble, ils n'ont pas pu rester ensemble. À Gefa, ils ont... Non, je pense que le tout n'est pas de se mettre ensemble. Il faut encore, n'est-ce pas, la volonté de ceux qui font la loi aujourd'hui, puisque tout se dessine là. Vous avez non, je suis d'accord. Le problème est même plus épineux que ça. C'est-à-dire que s'ils tentent de se mettre ensemble, le pouvoir fera tout pour les casser. Voilà. Mais c'est à eux de trouver la formule pour ne pas se laisser lézarder. Donc, stratégie contre stratégie. Non, c'est-à-dire que eux, ils ne partaient pas dans l'optique que celui qui est là, ayant tous les leviers du pouvoir, agirait pour les écarter. Donc, désormais, ils doivent se dire que nous sommes en face d'un opérateur économique qui faisait la politique sans la faire, mais qui est venu maintenant en politique et qui est très malin, qui est très rusé et qui fait tout pour que nous n'existions pas. Comment nous pouvons faire pour exister en face de lui? Est-ce que s'ils se posent cette question-là, ils trouveront la formule idéale pour faire une opposition. Alors, est-ce que eux aussi, en voyant que les choses se déroulent de la sorte, ne vont-ils pas se préparer pour pouvoir aller, comme je le disais tout à l'heure, stratégie contre stratégie? Nous allons passer très rapidement une minute sur ce dernier sujet. Il y a Khourakogui qui est libéré hier après que ces différentes personnes-là se sont retrouvées en possession d'un chèque par ménage de 5 millions et de 200 mètres carrés de passer la Gefa avec titre foncier Vigile à Rancé. Oui, c'est déjà bon comme accompagnement, puisque c'est plutôt rare, n'est-ce pas? Ce qu'on a souvent déploré, c'est qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Après les casses à Khourakogui, machin, moi, je suis sans état d'âme là-dessus, parce que à part qu'il faut serrer les casses, c'est-à-dire il ne faut pas tout casser, ou il ne faut pas casser par vengeance, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Oui, si on n'allait pas casser, il y a des villes qui n'auraient jamais changé de visage, n'est-ce pas? Après, comment on répare ça?
quel est le visage humain qu'on donne, n'est-ce pas, à cette transformation-là. Si ça suit, je crois que ça devrait aller. Si ça suit, c'est dans le cadre de la modernisation. Mais il faut se rire encore une fois parce que on dit que la maison de Monseigneur Agbouka est cassée et tout le reste. Je crois qu'il faut pas être aveugle, faut pas que les larmes, n'est-ce pas, de ces bulldozers soient aveugles. Il faut que le pouvoir politique tienne compte, n'est-ce pas, de l'histoire. On finit comme on a commencé. Par l'histoire. Oui, faites-nous, madame. Non, par rapport au cas de Olakodji, je crois que c'est un dossier de plus de 20 ans. Disons, c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement. En attendant de voir ce qui adviendra des autres déguerpissements. Ce que Vigile est en train de dire, il y a un autre aspect, c'est que le pouvoir a la nécessité d'associer toujours les populations aux discussions. C'est-à-dire que avant de venir déguerpir, il faut essayer de trouver toutes les alternatives possibles pour que ça se fasse dans le respect de l'humain et de la vie de nos populations. C'est très important. Oui, cette fois-ci, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de lamentation, il n'y a pas eu de consternation. Il faudrait préciser parce que les autres cas, ces populations ne se sont pas donc fédérées donc aux actions du gouvernement qui les avait interpellés. Ils se sont fédérés. Ils ont été interpellés plusieurs fois. Et donc, c'est leur faute, il faudrait aussi le dire. C'est leur faute parce que le gouvernement a tellement eu de pourparlers avec eux. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au thème de notre émission de ce jour. Nous avons donc abordé cette question de libération des espaces publics en dernière position. Nous avons parlé du retour des biens culturels en République du Bénin. Nous avons aussi abordé cette question de ce nouveau parti politique, la LNA, la nouvelle alliance, qui est gérée par un certain nombre de Yarou et puis Koutiabé. Nous avons aussi de l'or Faton dedans. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre écoute attentive. Bienvenue à Gbassagan, la présentation. À demain. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.